La suite des événements ce soir, il y a la restitution des ateliers de la journée par le professeur de Lyon. Donc cette journée, quand même, je dois dire, tout à fait exceptionnelle dans le monde médical, était une rencontre de professionnels pendant toute cette journée, qui se termine par ce soir une rencontre avec les gens du public, des parents, des personnes intéressées. Et cette rencontre de professionnels, je trouve, pour permettre une sorte de tissage d'éléments absolument nécessaires pour pouvoir porter au fond la souffrance psychique de ces petits-enfants qui vient redoubler la souffrance physique, physiologique qu'on nous a bien expliqué dans la journée. Et tout ça dans une sorte de dynamique qui a été proposée par cette association les mots pour le dire, qui évidemment pour moi en tant que psy me rappelle les années 75 quand était sorti un roman autobiographique de Marie Cardinal qui s'appelait Les mots pour le dire, hein, et qui justement essayait de mettre en exergue le fait que tout ce qu'on vit et toutes ces émotions partagées, là y compris au cours de ce spectacle formidable, c'est très important de pouvoir en dire quelque chose et de ne pas rester au stade de l'émotion. Et on a bien vu dans la journée que cette question de transformer les émotions, par exemple la colère du père, en quelque chose d'autre que la réaction qu'il nous a montrée, c'est tout à fait essentiel. Donc de la même manière, pour tous les professionnels, c'est très important que les émotions que nous ressentons comme hommes, comme femmes, vis-à-vis de ces rencontres soient aussi transformées pour qu'on puisse en faire quelque chose qui permette d'améliorer notre prestation auprès de toutes ces personnes en très grande difficulté. Alors, on voit bien que quand on fait cette rencontre de professionnels dans la journée, on entend des juges des enfants, on entend un procureur de la République, on entend un officier de police judiciaire, on entend un médecin, un neurochirurgien, etc. Je passe toutes les catégories professionnelles que nous avons accueillies aujourd'hui. Et je trouve que peut-être au terme de cette journée, ce qu'on éprouve, en tout cas c'est ce que j'éprouve moi, c'est qu'on est passé de, on pourrait dire, la pluridisciplinarité des professionnels à quelque chose qui est une transdisciplinarité. C'est-à-dire, on s'est transmis les uns aux autres, aux professions, les professions entre elles, on s'est transmis des choses qui sont des mots, les mots pour le dire, de nos professions, on les a transmis aux autres. Et je pense que quand on est dans la situation d'accueillir cet enfant qui arrive aux urgences pédiatriques, eh bien le fait d'avoir dans la tête ce que peut penser un juge pour enfants, ce que peut penser un médecin de rééducation fonctionnelle, ce que peut penser le psychologue qui va s'occuper de cet enfant plus tard, etc., c'est quelque chose qui transforme profondément notre manière d'accueillir cet enfant quand il arrive au contact de notre propre discipline. Et je crois que vraiment cette journée est une sorte de modèle, je trouve, qui devrait nous inspirer davantage dans l'ensemble de nos pratiques professionnelles. Et vraiment, je ne saurais trop remercier cette association d'avoir fait ce travail et de continuer à le faire dans les années qui viennent. Alors on a entendu ce matin successivement des présentations par les différents professionnels. Mathieu Vinchamp qui nous a parlé du point de vue du neurochirurgien, avec une revue de la littérature internationale, mais aussi à l'aune de sa propre expérience personnelle lilloise et avec les collègues avec lesquels il travaille. Et je dois dire qu'on a tous été assez secoués, c'est un mauvais jeu de mots, je reconnais, par les images qu'il nous a présentées en début de journée, parce que c'est vrai qu'il nous a montré des choses qui, quand même, sont très, très, très poignantes. Ensuite, on a eu l'exposé de Marie-Émilie Lampin qui nous a montré comment, finalement, de cet accident qui arrive, on peut aller vers quelque chose qui est une prise en charge qui est très, très organisée, très protocolisée, et qui permet de comprendre assez vite que cet accident n'est pas un accident ordinaire et que, justement, on arrive à quelque chose qui est le syndrome du bébé secoué avec un certain nombre de signes qu'elle nous a précisés
et qui permettent à ce moment-là de déclencher une procédure qui est celle du signalement, et sur lesquelles, évidemment, les gens, pendant très longtemps, ont eu des réticences parce qu'ils avaient l'impression de faire quelque chose qui est de l'ordre de la dénonciation, voire de la délation, alors que c'est vraiment le minimum qu'on doit aux enfants qui sont dans cette difficulté, non pas de signaler pour signaler, mais de signaler pour protéger l'enfant, ou ce qui peut encore être protégé chez cet enfant. Et donc, en fait, on voit bien à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans l'univers de la maltraitance, dont le syndrome du bébé secoué est un cas particulier, avec beaucoup de spécificités, mais néanmoins, il ne faut jamais perdre de vue que c'est bien de maltraitance dont il s'agit. Ensuite, on a eu Jean-Marie Cuisset, qui est neuropédiatre au CHU, qui nous a présenté le point de vue du neuropédiatre en matière d'évolution à partir du traumatisme, de ce qui se comprenait de cette évolution et des conséquences que ce traumatisme faisait subir à l'enfant dans son développement, et notamment de toutes les conséquences très négatives qui se profilaient à l'horizon sur le plan cérébral, sur le plan neurologique, sur le plan développemental, sur le plan psychologique, sur le plan affectif, et toutes les déclinaisons de ces différentes maladies qui installent finalement ce bébé traumatisé dans une chronicité qui peut durer la vie entière. Et ça, je crois que c'était très important d'avoir aussi ce point de vue qui permet d'avoir une relativisation temporelle de ce syndrome du bébé secoué qui évidemment nous fait vraiment un effet d'effroi absolu quand on voit ce qu'en ont fait nos théâtreux préférés de ce soir, c'est-à-dire on a l'impression que c'est un truc qui est épouvantable sur le moment, mais peut-être qu'on ne réalise pas suffisamment, et c'est ce que nous a aidé à faire Jean-Marie, que ce traumatisme s'inscrit dans une durée qui, quelquefois, va être toute la vie de l'enfant devenu adolescent puis adulte. Ensuite, Sylvie Fortin, qui est une infirmière absolument formidable, qui nous vient du Québec, nous a raconté un petit peu comment au Québec ils avaient réussi comme d'habitude au Québec, c'est-à-dire à mettre en place des plans de prévention très très élaborés autour d'une complexité, et comment au fond en se prenant ce problème à bras-le-corps, c'est le cas de le dire, de façon non secourante, eh bien, il y a quelque chose de très intéressant qui s'organise, mais qui demande que ça soit au Québec que ça s'applique. Et je crois que le fait qu'elles viennent former des équipes ici à Jeanne de Flandre, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'importer en France et notamment à Lille des techniques, des manières de faire, des manières de penser la prévention qui sont très utiles pour nous tous, mais en même temps, il va y avoir évidemment des adaptations qui sont dues au fait que nos cultures ne sont pas tout à fait coïncidentes, et je crois que c'est tout à fait bien que ça soit comme ça, de façon à ce que ça devienne vraiment un objet des équipes de Jeanne de Flandre, et qu'elles puissent également le partager peut-être dans notre région Hauts-de-France. Ensuite, on a eu Anne-Laurent Vanier, qui est une pointure en matière de bébés secoués, et qui a notamment coordonné tout le travail qui a été fait par la HAS pour mettre en pratique quelque chose qui borne de façon assez claire et concise les limites de ce syndrome du bébé secoué, avec d'une part tout un travail sur le diagnostic en matière de bébé secoué, sur les procédures qu'il faut suivre pour les examens complémentaires, et sur la manière dont les choses doivent être prises en charge, non seulement sur le plan strictement médical, mais également sur tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les procédures qui vont permettre d'arrêter le processus destructeur pour l'enfant. Et je crois que sa grande connaissance nous a montré que, en fait, les pouvoirs publics avaient repris ces choses-là de façon très, très importante. Et je crois qu'elle a elle-même, c'est ce qu'elle m'a dit avant de partir, été très impressionnée par le fait que 700 professionnels aient pu être réunis ici dans ce nouveau siècle pour entendre parler du point actuel sur le syndrome du bébé secoué. Elle lui a paru tout à fait exemplaire, et elle espère vraiment que des choses aussi réussies puissent se diffuser dans les autres régions de France, et que le ministère puisse continuer à soutenir ces initiatives de façon coordonnée pour, au fond, indiquer que la prévention n'est pas seulement un objet abstrait de la part des consignes ministérielles, mais que c'est vraiment quelque chose qui est soutenu concrètement dans chacune des régions pour aider les professionnels à pouvoir prendre en charge de la façon la plus adaptée ce syndrome du bébé secoué. Et puis enfin, on a eu
le docteur Doulet qui nous a raconté au fond les aspects médicaux légaux qui concernent ce syndrome et qui a fait le point sur sa position à elle de médecin légiste par rapport à ce problème très complexe et notamment les différents aléas qui se produisent dans la vie professionnelle des médecins qui sont chargés un petit peu de faire le point précis sur cette question-là. Alors voilà, je crois que cette matinée a quand même permis de préciser que le syndrome du bébé secoué est vraiment un traumatisme qui va détruire le développement harmonieux de cet enfant, et ça survient dans un contexte qui n'est pas n'importe lequel, puisque vous l'avez vu dans les scénettes qui ont été proposées, on voit bien qu'un certain nombre de paramètres, pour reprendre cet exemple qui nous a été montré, un certain nombre de paramètres surviennent pour faire que la personne qui va être l'auteur du syndrome du bébé secoué soit dans une espèce d'incapacité d'endiguer ce que ses pulsions lui commandent de faire et que sa civilisation, normalement, devrait l'empêcher de faire. Mais on a bien vu le conflit, que plusieurs choses surviennent en même temps. Évidemment, le type est débordé et finalement fait quelque chose qui est extrêmement grave. Et on peut dire que ce traumatisme-là va avoir évidemment pour les enfants des conséquences bien entendu irrémédiables dans beaucoup de cas, mais aussi pour les adultes qui sont concernés par cette affaire-là. Vous le voyez ici, l'écart qu'il y a entre les personnes qui sont de garde pour l'enfant et ceux qui sont les parents, mais il y a des fois où c'est l'inverse qui se produit, et on voit bien d'ailleurs à un moment donné qu'une sorte de jeu de se renvoyer la balle les uns aux autres, et que ça déstabilise complètement les relations qu'il y a entre les adultes autour de ce bébé. Donc on peut bien imaginer qu'en fait, les signes qui vont être montrés par le bébé quand il est examiné dans un service d'urgence pédiatrique sont des signes qui déclenchent chez les professionnels qui vont les recevoir quelque chose du même ordre, c'est-à-dire un risque de confusion en se demandant qui est-ce qui est responsable d'une chose pareille chez un bébé. Et à ce moment-là, on se rend bien compte que il y a une progression très importante dans la législation française et que notamment on en arrive à quelque chose qui sépare très bien maintenant les différents corps professionnels, avec l'idée que les soignants doivent accueillir le bébé en question. Et vous avez vu cette scène du médecin qui vient rencontrer les parents et qui dit les choses qu'elle doit dire, mais en même temps la potentialité de désorganisation que ça entraîne chez les parents. Eh bien, cette séparation voulue par le législateur entre les soignants d'une part et tous ceux qui vont être chargés de faire appliquer la loi d'autre part est quelque chose auquel, au départ, on a eu du mal à s'habituer en tant que soignant, et quand même plusieurs dizaines d'années après d'expérience, on se rend bien compte, et notamment à l'occasion de ce syndrome du bébé secoué, que cette séparation des pouvoirs et des savoirs est absolument nécessaire pour mettre en dialectique les différents éléments de la prise en charge nécessaire. Et donc, les signes d'alerte, au fond, pour les médecins, pour les gens qui sont professionnels de santé, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, dans beaucoup de cercles professionnels, entraînait les soignants, les médecins, à d'abord penser à des causes physiologiques habituelles. Et qu'il a fallu tout un travail, on pourrait dire, de connaissances, de partage des connaissances, de pédagogie dans les facs de médecine, dans différentes facs qui apprennent les métiers aux professionnels de la santé, pour faire passer l'idée que la maltraitance faisait partie de l'humanité et que plutôt de considérer que bon, les maltraitants c'est les autres, il y a eu l'idée que la maltraitance faisait partie de la vie quotidienne et qu'en fait, quand on recevait des bébés avec des signes d'alerte de cet ordre, il fallait aussi penser à la maltraitance. Et je disais tout à l'heure dans la synthèse de la journée aux professionnels que nous avons tous, en tant qu'humains, une faculté très forte, très développée chez chacun de nous défendre des choses insupportables. Et que parmi ces choses insupportables, l'idée même qu'on pourrait faire du mal à un bébé est une idée totalement insupportable par un humain de bon sens. Et évidemment, cette pensée commune
est très développée dans le milieu médical et c'est vrai qu'il a fallu tout cet apprentissage secondaire pour que les professions de santé puissent accepter l'idée que la maltraitance fait partie du travail quotidien et qu'évidemment, devant un certain nombre de signes que sont les signes d'alerte, eh bien, il faut penser aussi à la maltraitance et évidemment, ça demande l'objet d'un diagnostic et puis d'un travail spécifique des médecins qui font un diagnostic positif, comme on dit, après avoir éliminé un certain nombre d'autres diagnostics dits différentiels, et que le résultat de ce diagnostic est quelque chose qui va permettre qu'on fasse, dans ce cas-là, donc, un signalement, puisqu'il s'agit d'une maltraitance avérée. Et libre, après, aux instances qui vont succéder à ce premier temps médical, de faire leur travail de, on pourrait dire, mise en lien avec la loi. Et je crois que ça, c'est un élément très important qui libère d'un certain point de vue la piste pour les soignants et qui leur permet de conserver cette fonction d'accueil si importante dans les services de santé aujourd'hui et que, en fait, là, dans la scène qui nous a été montrée, on assiste à quelque chose que j'ai trouvé très poignant, c'est la capacité du médecin à dire en même temps voilà ce qu'on suspecte et en même temps si vous avez besoin de temps pour discuter tous les deux, je vous laisse le temps, je suis à votre disposition et même si vous voulez un café, je vous l'apporte. Donc c'est un exemple, si vous voulez, de cette nécessaire fonction d'accueil que les soignants doivent développer, c'est-à-dire en suspendant en eux l'instance du jugement juridique qui est l'apanage d'autres professionnels et il faut que les soignants puissent assumer cette fonction d'accueil pleine et entière pour pouvoir non seulement accueillir le bébé qui en a le plus grand besoin, mais aussi les parents et les substituts parentaux, puisque vous voyez dans l'exemple qu'on nous a montré, c'est justement pas les parents qui étaient incriminables. Et donc on voit bien que cette manière que le médecin a eu d'accueillir ses parents, probablement que sa fonction d'accueil a permis que ce couple qui était au bord de la rupture, on sentait bien que ça allait voler en éclats, peut-être que justement ce pardon qui s'offre quelque temps plus tard est en rapport avec ce qu'ils ont senti de cette fonction d'accueil des soignants. Et je pense qu'il ne faut jamais négliger l'effet que peut avoir cette fonction d'accueil d'un soignant vis-à-vis des patients qui viennent, des parents qui viennent en pédiatrie, parce qu'évidemment, on ne peut pas le mesurer immédiatement, mais ce sont des choses qui s'inscrivent très profondément dans l'expérience partagée avec les patients. Et je crois que ça, c'est des choses, quand on les voit comme ça jouer, qui nous permettent de nous rappeler que nos capacités d'accueil vis-à-vis des petits-enfants et aussi de leurs parents sont fondamentales pour la suite des opérations, et pas seulement des opérations chirurgicales. Alors, il y a un élément qui m'est apparu, là, en assistant à cette pièce, ou plutôt en participant avec une grande émotion à cette pièce, c'est le fait que peut-être quelque chose qu'on n'a pas suffisamment évoqué aujourd'hui entre professionnels, c'est l'importance de la dépression du postpartum, qui fait sans doute le lit d'une fragilité, d'une vulnérabilité partagée de différentes manières, dans différentes circonstances, et que sans doute cette question-là, qui est très présente chez les gens qui s'occupent de la périnatalité, il ne faut pas en perdre du tout l'importance du côté on dirait de l'étiologie multicausale. Je crois que ça, c'est un élément très important à rappeler. Puis ensuite, on a parlé beaucoup autour de les paroles des enfants quand ils peuvent en prononcer, ou les gestes, les attitudes, les comportements des bébés, quand ils arrivent, la manière dont ils investissent les soignants qui les accueillent de façon toute parentale, on pourrait dire, justement pas comme parents, mais comme des gens qui font avec les bébés quelque chose d'une suppléance temporaire de la fonction parentale qui, vous l'avez vu, d'un point de vue objectif est suspendue à ce moment-là. Il y a quelque chose de très important chez les soignants qui est le fait qu'ils accueillent quelquefois beaucoup plus d'émotions qu'ils le pensent et qu'évidemment il faut que ces soignants puissent aussi faire la part des choses entre leurs émotions à eux et les émotions qu'ils accueillent de la part du bébé et des personnes qui les accompagnent. Et que pour ça, évidemment, c'est très important que les soignants imaginent des réunions de travail dans lesquelles on va pouvoir discuter de ces choses-là en toute tranquillité pour pouvoir faire cette part des choses entre les différents types d'émotions. Et je crois que peut-être que les gouvernants ne sont pas assez au courant de ces choses-là, peut-être que les ministres de la Santé ne savent pas ces choses-là, mais il faut prendre le plus grand égard vis-à-vis des professionnels de la santé si on veut qu'ils prennent le plus grand égard vis-à-vis des patients. Et ça, c'est une équation générale, et je crois que malheureusement, elle n'est pas assez répandue.
Donc ces paroles d'enfants, ces paroles de parents, ces paroles de ceux qui sont directement concernés par le traumatisme, ça arrive chez les professionnels et il faut donc que les professionnels le transforment en quelque chose qui soit acceptable en retour par les enfants et par les parents ou leurs substituts. Et je crois que ce travail-là est un travail très important qui peut, dans certains cas, par exemple, déboucher sur un travail psychothérapique chez un enfant qui va pouvoir poser des questions. Hein, vous avez entendu pourquoi j'ai du sang dans la tête. Vous avez entendu les questions que posait cette jeune enfant de 10 ans, hein, plus tard, de façon très, comme ça, rapide et humoristique, entre guillemets. On a bien vu que l'humour, quand même, c'était pas vraiment ça le problème. Hein. C'était vraiment des questions naïves d'un enfant de 10 ans qui a un âge mental de 2 ans et qui, peut-être, pose des questions qui nécessitent néanmoins des réponses de la part de ses parents, comme ils peuvent, mais aussi peut-être un travail spécifique qu'on appelle une psychothérapie. Et donc je pense que c'est un travail complémentaire de celui qui est fait au moment des urgences, mais qui va s'inscrire dans la durée pour justement aider cet enfant à évoluer de façon favorable. Alors voilà, je pense que tous ces éléments-là nous aident à essayer de penser ensemble, c'est un peu ce qui est ressorti de tous ces ateliers aujourd'hui, la question de la prévention. Et évidemment, ce soir, c'est vrai que personnellement, je regrette qu'il y ait si peu de personnes du public qui soient venues de Lille, qui est quand même une grande agglomération pour un événement comme ça. Mais on voit bien que la prévention primaire, c'est-à-dire l'information de tout le public, est très importante. On voit bien que, bien sûr, quand je secoue le bébé au point que sa tête va sectionner le tronc cérébral et donner l'hématome sous-dural et tout un tas d'autres choses épouvantables, je sais que je suis en train de faire quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, qui est interdit, qui est impossible, c'est pas comme ça qu'on fait avec un enfant. Mais en même temps, je pense profondément que si des messages pouvaient être diffusés dans le cadre de la santé publique aux heures de grande écoute à la télévision, ça ferait du bien à un certain nombre de gens de pouvoir réaliser que c'est une préoccupation de santé publique. Alors ça aiderait sans doute un certain nombre de gens à se dire, bon, c'est vrai que c'est dingue de faire ça. Bon, donc ça ferait une piqûre de rappel du côté de la prévention. Le problème, c'est que sans doute ça n'aiderait pas suffisamment ceux qui sont au bord de passer à l'acte. Et c'est là qu'il y a un deuxième niveau de prévention et un troisième niveau de prévention, deuxième surtout, qui consiste à aider les gens qui sont peut-être en position vulnérable en mettant à leur disposition des éléments de dispositifs qui vont leur permettre d'accéder à quelque chose qui serait comment puis-je trouver une réponse à un moment où je suis vraiment débordé par les émotions. Et on voit bien que si au moment où il a le coup de téléphone de Maurice, au moment où Maya commence à ne pas dormir, on dit ben là il faudrait faire de la prévention secondaire pour pas qu'il passe à l'acte, c'est déjà trop tard. Donc il faut penser à ce moment-là une prévention secondaire en termes de si jamais ça vous arrivait, qu'est-ce que vous pourriez faire pour échapper à ce destin épouvantable du bébé secoué. Et donc, on voit bien que là, par exemple, les exemples que donne Madame Fortin pour le Québec sont assez intéressants puisqu'elle propose un certain nombre de choses. Les exemples que donne Anne-Laurent Vanier sont intéressants puisqu'elle disait avec un peu d'humour, quand on est comme ça en train de au bord du passage à l'acte, prenez votre aspirateur, nettoyez la moquette, au moins vous changez de canal sur le plan de votre énervement colérique et puis en plus après, quand la crise sera passée, vous verrez la moquette est propre. Bon, d'accord, c'était une manière un peu humoristique de présenter les choses, mais vous voyez, c'est cette idée de pouvoir détourner l'orage qui gronde et qui va tomber sur le bébé. Et donc, la prévention secondaire, au fond, c'est très intéressant de la penser comme ça. Et donc, on voit bien que la PMI, les consultations CHU, les pédiatres en ville, etc., sont dans une position, peut-être, quand ils font les consultations avec le bébé, qui sentent que, comme vous l'avez vu là, la dépression de la maman est plus ou moins présente, que les préoccupations des uns et des autres sont un peu tendues, eh bien, de pouvoir discuter de ces choses-là de façon assez approfondie avec les parents pour qu'ils aient, au fond, dans leur trousse de pédiatrie sociale, comme disait Anne Matthews, un instrument pour les aider à quitter, on pourrait dire, le risque terrible de la fatalité qui nous a été montré dans cette pièce et que les drames que les pédiatres vivent aux urgences pédiatriques montrent trop souvent. Donc voilà, il me semble que cette prévention, vous voyez, est un élément essentiel du dispositif, mais alors évidemment, il faut pouvoir l'adapter à cette particularité, donc ça demande de la connaissance qui soit partagée, mais aussi
d'inventer des solutions anticipées pour que les gens qui sont en risque de passer à l'acte puissent être retenus par la fonction civilisatrice dans leur tendance à quitter la fonction civilisatrice. Voilà, et donc un dernier atelier a fait le point sur qu'est-ce qui se passe une fois que tout ça s'est passé et que vraiment le traumatisme est consommé et que vraiment l'enfant présente de graves séquelles et qu'il y a vraiment ce qu'on appelle en droit un préjudice et donc qui donne droit à réparation. Et donc là, un certain nombre de choses ont été dites et notamment toute la question de travailler sur le sujet handicapé, comment l'aider à passer de cette dépendance que le handicap lui occasionne à quelque chose qui serait moins de dépendance. Il ne s'agit pas de rêver de façon naïve au fait qu'il devienne un jour autonome quand ça paraît complètement impossible, parce qu'il a des troubles cognitifs sévères, parce qu'il a des troubles moteurs sévères, etc. etc. Mais réfléchir à la question dont il pourrait devenir moins dépendant, en tout cas le moins dépendant possible. Et pour ça, on voit bien que la réparation du préjudice, que ce soit sous forme d'argent pour faciliter un certain nombre d'activités, que ce soit sous la forme de liens avec la culture, avec le sport, avec tout un tas d'éléments de la vie quotidienne des uns et des autres quand ils ne sont pas handicapés, puisse aider ce handicapé à se sentir appartenir à une communauté dans laquelle on partage un certain nombre de choses, y compris avec les handicapés. Et cette solidarité de base, vous voyez, me semble très en rapport avec la tentative de réseau que notre association Les mots pour le dire tente de provoquer chez les professionnels, mais aussi en lien avec le public. Alors, je trouve que cette manière de faire les choses, d'avoir organisé cette journée de colloque, d'inviter le soir le public à nous rejoindre pour bénéficier de ce qui s'est passé dans la journée avec les professionnels, c'est sûrement une manière concrète et féconde de mettre en place un réseau porteur pour le public, mais aussi pour les professionnels. Et c'est probablement dans le fait qu'on se sent appartenir à un réseau, qu'on se sent moins seul, chacun dans nos compétences spécifiques vis-à-vis de tels traumatismes que sont les syndromes des bébés secoués. Donc je pense que si on peut mesurer un jour, par des enquêtes scientifiques sérieuses, etc., les effets que de telles organisations ont, non seulement sur la journée elle-même, mais dans la temporalité, les actions des professionnels grâce à ce type de journée-là, on ne pourra que rendre un hommage tout à fait mérité aux membres de l'association Les mots pour le dire, et c'est ce que je fais de manière anticipée ce soir. Je vous remercie. Merci, professeur Pierre Delon, pour cette restitution, pour cette synthèse de la journée.